Ok, c'est tout bon. Donc, alors, bonsoir à tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle conférence, donc TCAP, qui s'intitule Les croyances, ça commence dans l'enfance. Donc, je vais vous emmener sur ma petite présentation, c'est-à-dire c'est un moyen de vous accrocher visuellement et en même temps, voilà, on pourra aussi s'en affranchir après pour pouvoir en discuter. Soit j'honorerai jusqu'au bout, soit j'allais dire, Cécile, je te laisserai prendre le relais. Circonstances un peu particulières, nous y obligeant. Mais c'est pour ça aussi qu'on est plusieurs. C'est pas qu'une croyance, c'est que finalement, travailler en équipe, c'est quand même beaucoup mieux quand il y a des petits soucis. Voilà. Alors, normalement, tout le monde voit mon support. T'as pas payé, Cécile, c'est que ça doit être bon. Bon. Voilà. Donc, TCAP, on le redit, c'est une association de faits et de principes, et avec l'idée justement de venir aider sur les troubles des conduites alimentaires, en tout cas aider à la compréhension et aux soins concernant ces troubles. Bien évidemment, ça ne suffit pas à évaluer qu'on est formé, on le redit pour les praticiens. C'est vrai que peut-être ça pèse lourd qu'on le redise à chaque fois, mais c'est très très important parce que c'est tellement long de comprendre ces troubles. On n'a pas la prétention, voilà, en une heure de temps de vous former. Plutôt de vous informer, vous sensibiliser et puis de faire en sorte que les praticiens, les patients et leurs familles arrivent à se comprendre. Ce sera déjà un bon moyen. Alors ce soir, les croyances, ça commence dès l'enfance. Hum, j'ai pris le sujet croyance au débeauté parce qu'initialement c'était Cécile, mais c'est pas grave, comme quoi on est interchangeable. Et puis surtout, on a rappelé ça les croyances, mais je redirai tout de suite qu'il y a des approches où ça s'appelle les cognitions. Ouais, c'est un peu plus courant. Et puis on pourrait appeler ça aussi finalement les pensées ou ce que l'on se dit. Voilà, autour de plein de thématiques. Voilà. C'est pas une religion, hein. C'est pas des croyances de ce style-là, quoique autour des troubles des conduites alimentaires, des fois, ça peut tourner effectivement à la religion. Alors, je fais comme d'habitude parce que comme ça je suis prévisible. Les croyances, ça s'installe dès l'enfance. Et rien que ça, peut-être que c'est pas si clair pour tout le monde que ça commence très très tôt parce qu'effectivement un bébé quand il est petit, alors c'est pas qu'il ne pense pas puisqu'aujourd'hui on a compris que le cerveau des bébés au contraire hein, c'est une Ferrari, ça va très très vite et ils apprennent plein plein de choses, mais il peut pas se dire des choses comme on se le dit et il pense pas tout à fait comme nous. Par contre, il absorbe le monde autour de lui. Chaque expérience est une invitation à changer son point de vue. C'est une façon de dire, c'est dans chaque expérience, on va pouvoir développer des croyances. Et donc, on peut les renouveler régulièrement. Il y a un micro qui me... je te coupe ton micro, Cécile, je pense que c'est tien, voilà, qui faisait des parasites. Voilà. Euh, ensuite, il est nécessaire de croire en certaines choses malgré tout initialement, hein, parce que si on ne croit en rien, si on n'a pas des certitudes, c'est pas facile de se développer. Il y a des choses qu'il faut apprendre, il est nécessaire d'y croire, comme ça nous permet de rendre le monde prévisible, et puis après, on va pouvoir le changer. Le problème des croyances, effectivement, c'est qu'il y en a certaines qui vont s'installer, même à notre insu, prendre racine dès l'enfance, et ensuite on a beaucoup de mal à les déloger. Les croyances, ce n'est pas dans la tête. Je le redis tout de suite, ça c'est hyper important parce que même les gens, il y a plein de techniques thérapeutiques où on forme sur les croyances, où on dit qu'on va travailler hein, à faire changer les croyances, les cognitions. C'est juste, mais ça ne se travaille pas que dans la tête. Voilà. Donc c'est pas en disant à quelqu'un que les frites ne faut pas grossir, par exemple, alors que sa croyance est les frites, ça fait grossir, que ça va suffire pour changer. Le fonds de commerce des croyances, c'est le manque de capacité à douter. Alors étrangement, c'est pour pouvoir se développer, il est nécessaire de développer des croyances, donc des formes de certitude, et en même temps, plus tard, de pouvoir les revisiter, voilà, de les remettre en question. Et ça, tout ça, ça se fait au cours du développement. Par contre, lutter à coups de tête, hein, comme si on faisait le bélier, ça marche pas bien. Ça renforce les croyances parce que sinon, après, c'est une guerre entre une personne qui pense qu'effectivement, je vais reprendre mon exemple un peu bateau, les frites, ça fait grossir, l'autre personne qui dit, mais non, les frites, ça fait pas grossir. De toute façon, là, on est dans un dialogue de sourds. Donc, va falloir aller un petit peu plus loin pour pouvoir déloger des croyances. Alors, au menu, on va semer des graines de doute pour faire changer les croyances. Alors là, j'ai finalement, peut-être qu'il y a des enfants qui pensent que les petits pois sont verts. Voilà. Il y en a d'autres
qui savent que les petits pois sont rouges. Ah. Alors, qui a tort, qui a raison? Ça dépend des premières expériences. Et puis, ça dépend ce qu'on a compris. Là, c'est un tout petit clin d'œil un peu taquin de ma part. Parce que souvent, on pense que bon, bah, les enfants, ils ont vu que les petits pois étaient verts, ils savent qu'ils sont verts. Mais il suffit qu'avec un petit peu d'assertivité, de certitude, et peut-être avec un peu d'autorité aussi, possiblement même un peu de menace dans certaines familles, qu'on affirme que non, les petits pois sont rouges, et l'enfant va douter de lui, il va finir par développer une croyance et que les petits pois sont rouges, au même titre qu'il pourrait développer la croyance que les frites, ça fait grossir. Voilà, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, c'est que une croyance, s'il y a quelqu'un de très insistant, et encore plus quelqu'un qu'on aime beaucoup, eh ben, cette personne, on peut même lui faire croire l'inverse, voilà, de ce qui est la réalité. Donc le chemin pour se libérer des croyances, finalement, on va dire, on va essayer surtout de se libérer des croyances erronées et d'installer des croyances qui vont être plus génératives pour nous, c'est une vraie pensée bien questionnée, c'est-à-dire une capacité à questionner, à remettre en question ce que l'on a cru vrai à une époque. Et puis surtout, qui nous l'a appris? Derrière la croyance, il y a à la fois ce que je crois vrai ou pas, et qui et comment je l'ai appris. Donc ça se questionne. Il y a une croyance un petit peu, enfin, un peu classique que vous avez tous remis en question, enfin j'espère, parce que sinon effectivement là, je vais me faire des ennemis, c'est qu'à un moment donné de votre vie, vous avez cru au Père Noël. Et puis après, si tout va bien, vous avez appris que possiblement il n'existe pas. Donc comme quoi une croyance, ça peut être remise en question. Alors ça a pu vous briser le cœur. En même temps, il y a une bonne raison. Il y a des gens qui, malgré qu'on leur dise ensuite que ça n'existe pas, il y en a qui continuent à dire il y a une bonne raison pour au Père Noël. J'existe pas, mais moi au moins j'apporte des cadeaux. Voilà, c'est d'avoir envie d'avoir des cadeaux, donc on va continuer à y croire. Donc c'est un peu la même chose que certains patients qui ont décidé qu'ils voudraient continuer un régime. On leur a expliqué que possiblement un régime n'était pas utile, que le régime n'était pas le Père Noël, et en même temps, ben, eux, ils ont décidé que malgré tout, malgré les évidences, malgré tout ce qu'on amène, eh ben, ils vont continuer à y croire et du coup, ils vont continuer leur petit régime. Voilà, c'est vraiment, j'essaie de vous emmener en parallèle dans le monde des TCA et vous montrer, oui, ça a la peau dure et du coup, parfois, même quand on sait que le Père Noël n'existe pas, il y a une part de moi qui le sait et puis il y a une autre part qui a besoin de continuer à y croire. Et ça, du coup, pas facile de lutter contre ça. Les croyances, donc, ça se développe dans le cerveau, hein. Il y a des je peux, je ne peux pas, je suis timide, je crois au Père Noël, je n'y crois pas, je vais grossir, je ne peux pas grossir. On a un gros pêle-mêle dans la tête, hein, de croyances. Et ce qui est difficile aussi dans le cadre des croyances, c'est qu'il n'y a pas une croyance, on a une pelote de laine de croyances. Et quand on tire une des croyances, donc on tire un petit bout de la bobine, après, on a tout le reste de la bobine à démêler. Ce qui fait que ça explique aussi que parfois, pour faire changer pas une croyance, mais le système de croyance d'une personne autour de son corps, de l'alimentation, du rapport à l'image de soi, il va nous falloir un petit peu de temps. Voilà. Mais même si on avait une baguette magique pour une croyance, comme il y a une pelote de croyances qui sont enchaînées les unes aux autres, bah, du coup, il nous faut un petit peu de temps pour démêler tout ça. Voilà. Donc, je prends un autre exemple que les TCA. Comme ça, je me suis dit, ça va parler à tout le monde. Et puis, du coup, ça fonctionne qu'on soit dans un TCA version très petit poids, version poids classique, version très obsessionnelle orthorexique ou version surpoids. Donc, je vais élargir mon propos. Là, quand je suis petit, possiblement, je fais les premières expériences de parler en public. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a même des petits bouquins, des Max et Lily. Je ne fais pas de la publicité, mais ils sont très bien faits. Voilà. Au départ, on a tous peur de parler en public. Et puis, possiblement, en fonction des premières expériences, ben, on va développer, hein, mais je ne peux pas, je suis pas capable, je suis bête, je suis trop timide. Il va se former cette fameuse pelote qui germe quand on est petit, puis qui va grossir au fil du temps. Voilà. Si on m'aide et qu'on me prend par la main, possiblement, peut-être que la pelote sera moins grosse, moins emmêlée, et même que je vais développer des croyances plus positives, du genre je peux, même si je suis timide, je suis capable de le faire. Donc, les croyances, elles se tricotent dès l'enfance, et plus on va soutenir en version positive, plus on évite
que le tricot soit serré et que les croyances soient limitantes. Donc, vous voyez, hein, ces croyances-là, dit de tout bébé jusqu'à l'âge adulte, il est évident que le monsieur là, qui a l'air un grand businessman, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il mange, je ne l'ai pas fait exprès. Voilà, je ne sais pas s'il mange équilibré, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que visiblement, il semble heureux, il a réussi sa vie, il a plein de choses dans sa tête. Il est évident qu'au quotidien, il ne se pose pas toujours la question de d'où viennent ses croyances, de à quand ça remonte. Quand on va bien, d'ailleurs, la plupart du temps, on ne se pose pas la question de ce que l'on se dit, en quoi est-ce que je crois, on va bien, on avance avec. Quand on se coince avec des croyances dites limitantes, y compris donc sur le sujet du poids ou du corps, c'est là que parfois il est important de faire un travail pour revenir vérifier quand est-ce que la pelote a commencé à s'emmêler. Donc parfois c'est quand j'étais petit, hein, j'ai fait des expériences devant la classe et là je me suis trouvée toute honteuse et puis du coup ça me hante et plus tard à l'âge adulte hein, je continue à avoir le spectre. Alors là vous voyez cet homme-là il est en train de faire une conférence en public mais il revoit tous les gens qui se sont moqués de lui, il revoit ses parents qui critiquent, il revoit les profs qui sont en train de juger. Donc on est presque on est piloté à notre insu par nos croyances et on est hanté si je peux le dire par ce que l'on a derrière nous. Plus on aura eu d'expériences qui confirment que je suis par exemple un bon orateur, je peux réussir ma vie, plus on a de probabilité effectivement d'y arriver. Des croyances, c'est un petit peu comme ce qu'on appelle des drivers dans d'autres approches ou des pilotes internes ou effectivement des petits programmes qui vont nous mener vers des orientations plus ou moins positives. Là, ce petit garçon, si tout petit, déjà, il a réussi à bien s'exprimer et qu'il a plutôt eu des gratifications, bah, plus tard, il va adorer effectivement s'exprimer en public. Et au fond, même si durant le parcours, il y aura eu des moments où il aura peut-être été un peu moins vertueux, peut-être qu'il y a eu quelques fois où il s'est moins bien exprimé, mais sur la quantité, dans notre pelote, là, tout enchevêtré, il y a juste quelques fils avec des non-succès, mais le reste du temps, il a confiance en lui et il se dit qu'il va réussir. Alors ça, effectivement, j'ai pris cette expérience-là parce que sur s'exprimer en public, c'est très très vaste. Là, on reviendra au TCA tout à l'heure. Les croyances, ça commence par une expérience, ce qu'on appellerait un bain sensoriel, une expérience, une ambiance, voilà, dans lequel on est. Si quand tu vas faire ton premier exposé devant tout le monde, tu as plein de potes et qui t'encouragent, qui te soutiennent et qui t'ont dit depuis le début que tout va bien se passer, puis on sera là avec toi, le fait est que si l'ambiance initiale, elle est plutôt température chaleureuse, ça va être prometteur de plus de réussite. Donc une expérience, ça commence dans un bain, dans une atmosphère. Ensuite, par des tentatives de comprendre dans sa tête comment se fait-il que j'ai réussi ou pas réussi. On vit le truc, on fait l'expérience et ensuite la tête, elle va chercher moyen de comprendre, souvent en différé, voilà, comment tout ça s'est orchestré, soit en positif, soit en négatif. Et à force de répétition d'expériences similaires ou à consonance similaire, ben, ça s'ancre par la répétition. Donc, de répétition de quoi? De l'expérience et des mots possiblement qu'on aura portés sur l'expérience. C'est pour ça que souvent, les croyances sont formulées en mots et on a pensé que c'était que dans la tête, mais non. Le début de l'expérience, ça se fait en sensoriel et du coup à travers des expériences. Plus j'y crois, plus j'y crois. C'est propre de la croyance. Une croyance, ça équivaut à quoi? Alors, je vous disais, il y a des approches qui appellent ça des cognitions. On peut appeler ça des pensées aussi. Euh, Finalement, oui, c'est tout ça et non, c'est pas tout ça. Ce sont des modèles de pensée basés sur des expériences. J'aimerais que vous vous rappeliez de ça parce que on ne peut pas travailler les croyances qu'en travaillant qu'avec la tête. Et même chez le psy. Et je vous rappelle, j'en suis un. Les croyances, c'est ce que je me dis de moi, des autres, du monde, de mon corps, du poids, de manger des frites, voilà, de tout ce qu'on a et qu'on se dit au quotidien, parfois en n'ayant même pas conscience qu'on se le dit, mais ça nous habite. On doit le faire émerger pour saisir ce qu'on a à l'intérieur de la tête. Et ensuite, on doit retrouver, au fond, sur base de quelles expériences, plus ou moins vertueuses, on a mis ces croyances en route pour pouvoir rééclairer l'expérience autrement et possiblement la transformer.
Les croyances, ça se construit, ça se transforme et ça se revisite. Là, vous avez, j'ai trouvé une nouvelle représentation de ce qu'on a déjà présenté, ça s'appelle les niveaux logiques de Robert Dills, hein, euh, qui explique on est bâti en différents niveaux. Donc, à la base de notre pyramide, on a un environnement. Ensuite, on va développer des comportements avec des actes, des actions. On va développer des capacités, des apprentissages, des compétences. Et je vous rappelle, alors que ça peut être dans le domaine oratoire, là, comme l'exemple très générique que j'ai pris, soit ben, ça parle aussi de un environnement dans lequel je développe des croyances sur mon corps, sur l'alimentation, et je développe des capacités, des apprentissages que je renforce plusieurs fois. Et vous voyez qu'arrivé à la répétition, au bout d'un moment, ça fait des croyances, donc des choses que je me dis dans ma tête et qui vont fonder quoi? Notre identité. Alors, on va s'arrêter là, pas forcément la mission de vie, quoique pour certains, on pourrait dire, il y a certaines personnes qui, une fois qu'elles sont prises dans un trouble des conduites alimentaires, et je pense surtout au versant très anorexique restrictif, ça devient presque comme une religion. Et la mission de vie, c'est de devenir maigre. En vérité, ça n'a pas franchement de sens initialement. Mais à défaut d'autre chose ou de mieux, et peut-être en fonction du bain initial et de l'environnement initial, c'est peut-être ce qui fera sens pour ces personnes. Donc il est évident que c'est pas en une fois qu'on fait changer une croyance. Il va falloir revisiter tout et revisiter quoi? Y compris l'environnement et le contexte initial. Ça nous ramène à quoi aussi? Les croyances. Ça commence dans l'enfance, ça continue à se développer pendant l'enfance, l'adolescence et toute la vie, et ça se développe dans un milieu. Donc il y a toujours des croyances qui sont liées à moi, aux autres, au monde. Donc c'est pour ça aussi qu'on doit avoir une approche systémique des croyances. Là, vous avez un autre petit schéma, donc c'est une autre façon de voir les niveaux logiques qui montre que, fonction de où tu as grandi, de quel environnement tu es l'héritier, eh ben, tu vas gravir les différents niveaux pour aller vers quelque chose de très plaisant ou à l'inverse, quelque chose de beaucoup plus laborieux. Donc, ce dans quoi nous nous sommes développés va aussi ben, induire des choses. Je reviens à mon exemple initial. Dans la famille, on est des grands orateurs depuis des générations. En vérité, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais c'est ce qui a toujours été dit. Ben, c'est génial. Comme ça, c'est positif. De l'autre côté, dans la famille, on est tous nuls en communication. Pareil, je ne sais pas trop d'où ça vient. Possiblement, ça s'est colporté au fil des générations. Mais le fait est que, du coup, ça va me rendre la tâche beaucoup plus difficile. Autre petite représentation. Là, je passe effectivement du côté alimentaire. Dans la famille, nous sommes tous de gros mangeurs. Ok, moi je sais pas, la petite, elle est à table, elle fait un repas plus ou moins normal. Il y a d'autres convives, hein, certainement. Je ne sais pas s'ils sont tous de gros mangeurs, mais si on dit ça régulièrement, il est évident qu'elle va développer une capacité de gros mangeur. Dans la famille, on est tous nuls en régime. Alors vous allez me dire, ah bah c'est pas ça sympa là ce que tu fais, Angélique, parce que dans les deux cas, ça va nous mener possiblement à ben, des prises de poids. Oui, parce que il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que souvent on dit pour pouvoir faire évoluer les gens, il s'agit de revisiter ce qu'on appelle les croyances limitantes, c'est-à-dire celles qui seraient vues comme négatives, limitantes. Dans la famille, on est tous nuls à régime, ça peut paraître limitant. Mais attention, parce que les croyances en apparence positives, dans le cadre des TCA, ne sont pas toutes forcément génératives au long cours. Donc ça veut dire que croyances limitantes, croyances négatives ou croyances génératrices ou positives, c'est tout le système de croyances est à revisiter. Parce que parfois, ce sont derrière des croyances possiblement positives qui fait que la famille se reconnaît. Par exemple, nous sommes tous de gros mangeurs, que l'on va développer le TCA. Donc, à revisiter dans l'intégralité, pas seulement sous un classement négatif, limitant, mais toutes les croyances. Là, pareil, on peut avoir quoi comme croyance dans la famille? Dans la famille, on est tous minces et sportifs. Mais ils sont super beaux, vous avez les vus. Dans la famille, on est tous nus, sauf pour mincir. Eh ben, vous avez eu deux formulations pareilles. Laquelle est négative, laquelle est positive? Ça demande dans les deux cas d'être revisité. C'est qu'est-ce qui fait qu'on se dit ça? Qui a dit ça? D'où ça vient? Et attention, il n'y a pas que des croyances négatives limitantes qui mènent aux troubles des conduites alimentaires.
Les croyances, c'est aussi tout ce qui nous influence hein, et qui semble nous donner une forme de contrôle. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris ces gens-là qui ont l'air si musclés, si bien dans leur peau. On est en recherche d'une forme de certitude, de force, de point d'accroche, hein, possiblement. C'est une recherche de cohérence aussi entre la tête et mon corps. Je voudrais que mon corps ressemble à ce que j'ai dans la tête. C'est sûr. Et bien évidemment, là, on oublie que ça n'est pas qu'une question de volonté. On ne sculpte pas son corps à volo. Et parfois, c'est une question d'appartenance pour ressembler aux autres. Alors, vous avez vu, hein, elles sont formidables, hein, ces femmes. Hein. Bah, tout le monde a envie de leur ressembler. Alors, pardon, je sais pas ce que ça vous fait, mais moi, ça m'évoque plutôt du... Ah, j'ai pas très envie de leur ressembler. Et finalement, derrière les croyances, c'est un peu comme un embrigadement parce que ça voudrait dire que tout le monde doit se ressembler. Voilà, donc ça commence dans l'enfance. Bah, dans l'enfance, il y en a qui jouent à des jeux différents. Là, on voit bien, j'ai pris plein de petits enfants. Et qu'est-ce qui fait qu'au départ, on a le droit, on aurait la permission d'être tous différents et qu'à terme, il faudrait qu'on se ressemble tous et en plus de façon indifférenciée à travers les âges. Ça pose question. Un petit coup de gueule. Cécile, je sais que tu n'as pas pu rerouter sur les réseaux, c'est pas très grave, j'en profite, je vais le faire là. Il y a eu pas mal de sites qui embrigadent un petit peu les sites pro-ANA. Il y a eu des films aussi de fait. Et la dernière tendance là, qui vient d'être dénoncée, mais visiblement les réseaux en question disent que ça n'est pas de leur fait, le skinny talk. C'est une nouvelle tendance qui promeut la maigreur extrême sur TikTok. Je remercie d'ailleurs, c'est une de nos collègues qui m'a averti de ça. C'est assez subtil en plus. Pourquoi j'attire votre attention là-dessus? Parce qu'en termes de croyance, c'est non seulement on va faire croire, ça on l'a fait avant eux, que on est mieux, on est plus heureux quand on est mec, par exemple. Euh, Ne pas manger, ça voudrait dire avoir plus d'estime de soi, être plus fort. Voilà, moi j'ai fait un petit peu d'humour. À titre posthume, ne pas manger, effectivement, ça peut donner une certaine estime, mais pas en étant vivant. Là, ils vont plus loin que ça. Je vous disais, des fois, les croyances, ça se développe sous pression de quelqu'un qui va nous faire peur. Les croyances, finalement, si quelqu'un qui vous fait peur vous dit, tu dois croire ça, sinon, tu dois croire ça, sinon, comme s'il y avait une menace en permanence, ça va rentrer, c'est de l'embrigadement encore plus vite. Là, c'est de la manipulation et du harcèlement. Sur ce site, on trouve quoi? Tu veux prendre un stack ou en devenir un? Tu n'es pas moche, tu es juste grosse. Je fais exprès de vous le dire, hein. C'est ton estomac qui gargouille, c'est toi déjà qui t'applaudis. Est-ce que tu as encore envie de te cacher à la plage? Arrête de te récompenser avec de la bouffe, tu n'es pas un chien. Moi, je vous l'ai lu là. J'ai les poils hérissés parce que là, on est monté d'un gradient par rapport à ce qu'on avait avant. C'est globalement il y a une forme de perversion derrière ça. C'est une espèce d'embrigadement à la maigreur, c'est un vrai carnage. Alors là, en termes de développement des croyances, sur des jeunes cerveaux, il faut y faire très très attention. Donc je vous invite aussi à lutter contre ça parce que finalement, on dit souvent, les croyances, ça commence dans l'enfance, oui. On taperait facilement sur les parents. Ils sont loin d'être tout seuls parce que les pauvres, ils subissent aussi beaucoup de manœuvres, entre guillemets, d'influence. Hein. Et là, avec des réseaux comme ça et sur TikTok, où on a des enfants très très jeunes, ben, vous imaginez ce que ça peut faire. Donc, tant pis si je déplais à TikTok, mais je pouvais pas me taire. Et puis, alors, je fais un autre petit clin d'œil. Merci à mes stagiaires, nos stagiaires de la semaine dernière, Cécile, qui m'ont inspiré ça aussi. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu une émission qui est passée sur une chaîne qui d'ailleurs informe, et c'est son travail, qui prône le jeûne. Voilà. Je vous inviterai à aller la voir en replay, mais avec ce que je vous disais tout à l'heure, attention aux croyances, parce que du coup, ce qui essaie de véhiculer ce film, c'est que le jeûne est bon pour la santé. 100% des fois, non. C'est totalement faux. Et vous verrez que, d'ailleurs, ils ont un slogan, hein, mieux vaut compter les heures que les calories. Mhm. Moi, je suis désolée, mais ça, c'est déjà une forme d'embrigadement que de dire des choses comme ça. C'est une émission donc, qui a vocation de vous informer, mais sans discernement, on ne voit pas les petites choses subtiles qu'il y a derrière. Et notamment, là, on voit une petite souris, vous verrez dans les expériences. Alors déjà, les humains ne sont pas tout à fait des souris, un tout petit peu plus évolués, mais du coup, qui mangent, on vous dit 24 heures sur 24, et du coup, elle devient grosse. Et de l'autre côté, on a une souris qui ne mange que 10 heures sur 24. Donc possiblement, on pourrait dire, allez, si un humain qui dort 8,
heures par jour, le temps qu'il se lave, tout ça, il va manger, allez, 14 heures peut-être sur 24, et il vous dit, ça c'est bien parce que du coup, elle jeûne. Mais non, elle jeûne pas, ça veut rien dire. C'est du, enfin, excusez-moi l'expression, c'est du délire. Voilà, la façon dont c'est formulé. Je n'enlève pas la véracité des propos de certains médecins et de ce qui peut être fait, mais ça, c'est pour moi aussi, si on n'est pas suffisamment initié, il y a une forme de manipulation qui fait penser que le jeûne est bon. Le jeûne intermittent, c'est pas une trouvaille. Depuis longtemps, on mange, on s'arrête de manger quelques heures, on mange, on s'arrête de manger quelques heures. C'est notre programmation, mais personne n'a inventé le jeûne intermittent. C'est le fonctionnement normal et naturel d'un être humain. Cécile, je te laisserai regarder et pousser ton coup de gueule la prochaine fois. Voilà. Les croyances, c'est manquer de discernement et je vous assure qu'il y a plein de gens voilà, qui font ça. Là, je vous amène à quoi? Tout à l'heure, je vous ai montré les croyances, ça se construit en sous-sol. C'est vrai que du coup, euh, c'est de plus en plus difficile de faire preuve de discernement parce que peut-être que nos grands-parents dans le sous-sol, eux, on leur a pas mis TikTok, on leur a pas mis les réseaux sociaux, mais il est possible qu'à une époque, effectivement, eux, avec ce qu'ils ont connu de périodes de dénutrition et de renutrition, ils ont développé certaines croyances. Mais il faut aussi imaginer qu'à l'époque, ils n'étaient pas dans des circonstances classiques autour de l'alimentation. Donc peut-être que quand ils avaient été très, très, très restreints, après, sous j'allais dire, pression d'une certaine opulence, effectivement, et ils ont peut-être développé une appétence particulière, ils ont peut-être un peu trop mangé. On est les héritiers de générations où bah, il y a eu des restrictions qu'on n'a pas choisies et que du coup, effectivement, ça a pu faire un petit peu dévier nos modèles alimentaires. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on est capable de pouvoir s'alimenter plus régulièrement. Alors, du coup, attention à ce qui est véhiculé par les réseaux sociaux et attention à notre héritage. À côté, là, vous avez une petite représentation. C'est encore une pyramide. C'est pas tout à fait la même. Je vais vous la montrer après plus précisément. C'est la pyramide ACE. Il y a des études maintenant qui ont été menées qui montrent que, fonction effectivement de ce qu'on a connu dans notre environnement, des différents traumatismes éducatifs infantiles, mais on pourrait dire aussi des traumatismes de guerre et sociétaux qu'on a vécu depuis des générations, il y a des choses qui se sont transmises, y compris sur les peurs alimentaires et y compris finalement sur les croyances qu'on pourrait avoir autour de l'alimentation. Et ça dégrade la capacité finalement à s'adapter, ça rend encore plus rigide, encore plus anxieux, donc possiblement ça amène à des maladies type anxiété sociale, mais aussi troubles des conduites alimentaires plus facilement. Je rappelle qu'en haut de la pyramide, c'est pour ça que je la montre, c'est qu'attention, il peut y avoir une mort précoce quand même. Je reviens après sur ces études. Alors, les croyances. Autour de l'alimentation, les croyances, ça commence là. Vous les connaissez, ces images, je vous les ai déjà montrées. Ça commence c'est dans le bain initial. Comment on transmet l'alimentation et comment on regarde le poids du bébé. Je vous rappelle que on pèse les bébés à la base. On a gardé aussi l'héritage de ce qu'on a eu de façon ancestrale par peur qu'ils ne se développent pas bien. Pas par peur qu'ils soient gros. C'est parce que pendant des générations aussi, on a perdu des bébés. Et c'est plutôt bien aujourd'hui qu'on les pèse pour vérifier qu'on va les garder en vie. Attention, c'est pas pour vérifier qu'ils soient gros. Faut pas, voilà, hein, transformer les croyances. Puis après, on a finalement toutes ces images qui sont véhiculées partout. On a maman au régime, on a maman qui se pèse, pardon, j'ai l'image de papa là qui s'est collée plusieurs fois. On a papa qui fait du fitness, alors il fait des squats avec son bébé au bout du bras, hein, parce que j'ai trouvé plein d'images avec des mamans et pour une fois je voulais mettre les papas aussi. Et finalement, qu'est-ce qu'on transmet là? Alors on ne dit rien. On ne dit rien, mais qu'est-ce qu'on montre? C'est bouger, 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 bouger. Voilà, c'est vraiment, c'est bien, ça te fait ton petit clin d'œil pour la prochaine fois, Cécile, hein, sur l'hyperactivité. Elle est formidable, cette famille-là. C'est une famille de grands sportifs. Oui, peut-être qu'ils pourraient partager autre chose, hein. Et puis, qu'est-ce que ça dit à l'enfant? Et puis, bah, du coup, ça continue. Après, l'enfant, il va aller manier les réseaux sociaux, puis il va voir quoi? La pyramide des aliments du régime keto. Cécile et les diètes, mes copines, là, j'ai fait exprès de prendre ça parce que je me dis, vous avez vu comment ils sont astucieux? Comme la pyramide de Maslow, comme la pyramide de Robert Dick, ce sont des choses positives. Ils nous représentent tout ça en pyramide. C'est intéressant hein, pour créer de la confusion et des analogies, hein.
Le jeûne intermittent, bah vas-y, voilà, regardez cette belle image. Voilà, qu'est-ce que ça dit? Finalement, t'as pas besoin de lire grand-chose. La plupart des gens, ils lisent pas. Rien que l'image, ça développe déjà des croyances. Et puis, il y a vice-versa. Vous avez vu la joie? Quand t'es joyeux, c'est que t'es mince. Non, on peut être joyeux même quand on est plus corpulent. Pourquoi ils m'ont fait une tristesse avec un gros ventre? Si vous regardez, pourtant j'adore vice-versa, hein. Mais qu'est-ce que ça dit aussi? Et puis là, on a, c'est un extrait d'un journal, hein, peu importe lequel, de plus en plus de personnes obèses en France. C'est bien parce que, du coup, bien sûr, ça n'est pas une croyance puisqu'ils viennent vous mettre des statistiques à l'appui. Oui, mais en même temps, du coup, faudrait peut-être les remettre en perspective à travers bien plus, hein. C'est comme l'histoire, au fond, aujourd'hui, réchauffement de la planète, ou pas. Voilà, ça dépend, voilà, des épisodes. Je vous rappelle que si vous regardez certaines statues grecques, euh, notamment la représentation de la femme, elles étaient très, très, très en chair. Alors, je ne nie pas qu'on ait un problème de santé, possiblement. Ce que je discute, c'est, moi, je veux bien qu'on mette tous les stats qu'on veut. Mais du coup, derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, que faire? Pour transformer les croyances, faut arrêter de regarder les réseaux, faut arrêter de lire le journal. Non, faut faire preuve de discernement. Alors, pour changer les croyances, c'est ne pas les nier, les revisiter, les repenser ensemble, voir ce qui a changé. Puisque vous, on a tous admis que le Père Noël n'existait pas, peut-être qu'on pourrait accepter que les frites ne font pas forcément grossir, que tous les membres de la famille ne sont pas forcément de gros mangeurs. Voilà, hein. Donc il va falloir refaire une petite revisite de où ça a commencé. Faire preuve de doute au bon endroit. Finalement, on dit souvent que les patients qui souffrent de TCA, ils font pas confiance, ils doutent d'eux, ils doutent de tout. Je crois pas tout à fait que ce soit tout à fait OK. L'idée, c'est qu'on leur remette l'esprit critique au bon endroit. Voilà, qu'ils doutent de ce qu'ils ont entendu, vu à une époque et de ce qu'on leur dit encore. Qu'ils doutent un petit peu moins de quoi, de leur ressenti et d'eux. On va développer des croyances plus réalistes selon qui je suis moi maintenant. Et une croyance, finalement, par nature, une croyance, c'est à la fois faux et c'est à la fois vrai. Pour la personne, c'est vrai parce qu'à un certain moment, elle l'a vécu comme tel. Là, c'est d'actualiser. Il faut que vous fassiez des croyances 2.0, 3.0, que vous les fassiez réévoluer. Pour transformer les croyances, il faut changer d'ambiance et de fréquentation. Je suis désolée de vous le dire comme ça. Et il est vrai qu'il y a parfois des gens, si vous fréquentez que des gens au régime, c'est pas une question de ne pas les aimer, hein, mais va peut-être falloir s'en distancier. Alors, changer d'ambiance vis-à-vis de la société, c'est se mettre un peu à l'écart et puis développer l'esprit critique. Choisir si c'est... Ah, pardon, j'aurais dû mettre un S. J'ai fait une faute d'orthographe, je vais rectifier. Choisir ses faux... C'est pas enfin, ses fautes d'orthographe, ses sources d'information. Voilà. Et justement, tiens, de faire preuve de discernement. D'ailleurs, dans beaucoup de sites à l'heure actuelle, il y a des coquilles d'orthographe, comme quoi on s'attache plus tellement à ça. Faire avec son corps, parce que il n'y a qu'une personne qui a ce corps-là, c'est vous. Voilà. Donc, ce qu'amènent les autres, au fond, ça ne marchera peut-être pas avec vous. Restaurer l'histoire familiale, car on peut appartenir et se différencier. Et ça ne veut pas dire couper, ça ne veut pas dire forcément critiquer tous les membres de la famille, ça veut dire avoir l'esprit critique et restaurer l'histoire familiale également à travers des époques. Parce que quand on sortait tout juste de la guerre, peut-être qu'effectivement, c'était bien d'être des gros mangeurs, effectivement. Et c'est en appartenant qu'on peut se différencier. Je reviens à la confiance en soi. Pareil, je reprends des fois des slides qu'on a déjà vus de façon à ce que vous fassiez les liens. La confiance en soi, dans la famille, quand on dit on est tous nuls ou on est tous bons en quelque chose, euh, est-ce que ça bâtit bien la confiance en soi? Pas tant que ça. Voilà, parce que du coup, on doit aider l'enfant à grandir, hein, de je n'arriverai pas à quelque chose à je vais pouvoir le faire et je vais pouvoir croire en quelque chose. Mais la famille, elle a déjà elle-même des croyances et l'enfant, il est teinté de ça. Donc, quand on accompagne un enfant à grandir, bien sûr qu'on lui transmet des choses, mais on a intérêt à être au clair avec ce qu'on transmet et ce qu'on peut lui permettre de ne pas suivre, hein, comme injonction. Faisons un parcours différencié et choisissons aussi des autres flexibles pour nous aider, y compris faire grandir nos enfants et les accompagner même sur le plan alimentaire, et des gens qui croient en vous,
et qui n'ont pas de position dogmatique. Donc, ils vont pas forcément venir vous critiquer, mais qui vont venir vous filer un petit coup de main, vous étayer. Voilà, là, je refais un petit clin d'œil. C'est à l'époque où on avait fait une conférence avec Clotilde. Voilà, c'est qui vient aider les gens à reprendre possession de leur corps et puis à pas forcément croire ce qu'on avait dit dans la famille, mais à les accompagner à faire autrement sans critiquer quiconque. En dessous le sentiment de confiance, on a le sentiment de sécurité. Et c'est parce qu'on en a déjà parlé aussi, parce que le système d'attachement est relativement sécure, qu'on aura moins de risques de TCA. Les études ACE, je vais vous les remontrer après, n'ont pas fait la corrélation entre toutes les expériences difficiles, adverses que peut vivre un enfant et toutes les maladies qu'on peut développer. Mais dedans, on a certaines pathologies, donc les cancers notamment, mais aussi des troubles anxieux, les dépressions, l'alcoolisme, la prise de drogue, le risque d'être maltraité. Et ils ont aussi été cotés le risque d'obésité. Il y a à retravailler certainement le risque sur tous les TCA. On va voir après, ce que ça montre, c'est que plus le milieu a été insécurisant, plus possiblement on risque de développer une obésité. Donc, il montre bien que en sous-couche de nos maladies, il y a ce qui est transmis, il y a une ambiance qui fait que on va développer des croyances, certes, autour de l'alimentation, du poids, des frites et tout ce que j'ai déjà dit, mais aussi que quand on est dans un milieu plus anxiogène, plus anxieux, tout le monde a tendance à se rigidifier et à transformer une quelconque pensée en une croyance pour s'y accrocher. Plus le milieu est tranquille, sécure, plus on est donc présent, disponible, à l'écoute, plus on a de possibilité de prendre soin de soi, plus on est capable de reconnaître les émotions des uns et des autres, plus on est capable de reconnaître les goûts des uns et des autres, plus on soutient à se différencier. C'est pas parce que dans la famille tout le monde aime les épinards ou les petits pois qu'on est tous obligés de les aimer. Eh bien, si on soutient cette permission à être différent dans un climat plutôt paisible, c'est un super antidote à développer des croyances, parce que la croyance, elle va venir pour tenter de s'accrocher à quelque chose, un peu comme une bouée d'amarrage, un pilier de sécurité, mais malheureusement, quand on est trop cramponné et qu'elle est limitante négative, ça va porter préjudice. Les fameuses études ACE, alors encore une fois, comme là on est dans du tout public, vous pourrez ceci étant aller lire. Elles ont donc expliqué que les expériences adverses de l'enfance, un certain nombre, amènent possiblement à des conduites à risque pour la santé, à des maladies, dont des troubles des conduites alimentaires et possiblement à des morts précoces. Et là, vous avez le score, c'est-à-dire fonction de combien de fois vous avez coché, il y a 10 items, 10 questions. Si vous avez coché, voilà, 1, 2, 3, 4 ou plus items, ça montre, il y a eu une courbe, et cette étude elle est très sérieuse puisqu'elle a concerné 17 000 personnes, que on augmente la probabilité de boulimie. Ce qui nous amène aussi à dire que derrière d'obésité, derrière les troubles alimentaires, oui, ce climat adverse va faciliter le développement de mauvaises croyances sur soi, de mauvaise estime sur soi, et de s'accrocher à la nourriture, notamment parfois, pour essayer de se stabiliser, et à des croyances, alors plus ou moins sympathiques sur soi-même, mais au moins, je sais à peu près me dire quelque chose de moi, je sais qui je suis. Ben non, parce que je ne suis pas obèse, je ne suis pas anorexique, ça, c'est pas une identité. Et là aussi, les soignants, on doit lutter contre ces croyances parce que je suis anorexique ou je suis obèse, je ne l'ai peut-être jamais formulé comme ça, mais ça, c'est une croyance, ça n'est pas une vérité. Vous n'êtes pas que ça. Les TCA, donc les croyances, ça commence dans l'enfance. Manger, être nourri, le regard sur le corps, voir, entendre, sentir, ça commence avec tout ce qu'on a dit. Dans une ambiance sécure, on apprendra à faire preuve de discernement, à faire du tri. On aura la permission de croire autrement, donc de croire à des choses, s'y accrocher, mais ensuite s'en décrocher. Ça va permettre aussi de comprendre que le corps, ça ne se contrôle pas, ça se régule et que chaque parent doit accompagner par l'éducation, notamment sur l'alimentation, et en faisant confiance au corps de son enfant, bah, apprendre que bah, justement, un corps, on ne peut pas avoir la croyance de ce que ça va être parce que c'est du vivant et c'est très malléable toute une vie. C'est votre maison pour la vie et on ne le contrôle pas. N'avoir plus confiance en son corps, c'est perdre confiance en soi-même, hein. Je vous rappelle, on l'avait déjà dit, c'est de Simone de Beauvoir. Les croyances, elles sont travaillées dans beaucoup d'approches thérapeutiques,
pas que des approches tournées vers les troubles des conduites alimentaires. Concernant les troubles alimentaires, il y en a qui effectivement ont pris toute une liste. Alors c'est ce qu'ils appellent les croyances et cognitions issues des travaux de Beck, hein, TCC, distorsion cognitive, ça s'appelle comme ça. On va le retrouver dans plusieurs approches. Là, je vous ai mis quelques petits items. En disant émotions négatives, je vous rappelle que les émotions, elles sont ce qu'elles sont, elles pas forcément négatives. Et derrière, ça va effectivement faire développer des croyances particulières. Attention, il est bien dit que l'ambiance du départ fait qu'on se sent plus ou moins bien et que possiblement on va développer une croyance plus ou moins négative ou positive. Mais rappelons-nous qu'au début de la conférence, j'ai aussi dit, il y a certaines croyances a priori très positives qui donnent de la joie à tout le monde. Dans la famille, on est tous des gros mangeurs, qui en vérité, même si l'émotion est de la joie, vont être limitantes. Donc, moi, je vous inviterais plutôt à ne pas travailler directement les croyances surteintes d'une émotion dite négative. Pour moi, d'ailleurs, les émotions ne le sont pas, elles sont des informations. Mais par contre, tout ce que l'on se dit de soi, des autres, du monde, de l'alimentation, doit être travaillé et vérifié. Est-ce que ça profite à un mieux-être ou est-ce que ça profite à continuer à s'accrocher aux diktats alimentaires et sociaux. Les travailler, c'est faire changer donc le système de croyance, c'est faire changer les systèmes d'expérience. Les croyances, ça se transforme majoritairement sous expérience et s'enthousiasmer ensemble, un pas après l'autre. Et c'est comme ça que le thérapeute, il va encourager à faire de nouvelles expériences. À chaque victoire, je me dis quelque chose de mieux, de meilleur sur moi. Je suis satisfait. Bien sûr, je suis encouragée par mon thérapeute, qu'il soit diète, psy ou autre, hein. Les croyances, c'est modulable, c'est hyper important d'y croire, hein, ça ne veut pas se dire c'est forgé pour la vie. C'est se dire donc du nouveau sur soi, c'est penser autrement avec d'autres qui influencent positivement et qui possiblement pensent différemment de vous. Donc, pour pouvoir changer son système de croyance aussi, il est important d'aimer aller vers l'autre. C'est pour ça qu'il y a aussi un travail. L'autre n'est pas un danger. Il peut être aussi porteur de changement de croyance. Les croyances, c'est revenir au moment où on a su que le Père Noël n'existait pas. Mais on continue à croire et à recevoir des cadeaux, malgré tout. On le fait autrement. Pour les transformer, on doit semer des graines de bons doutes. Et puis, ah, c'est mon imprimante, elle est d'accord avec moi. Pour finir, on doit tous croire que chacun est libre d'être une pièce unique, voilà, et belle de nature, hein. On est tous des pièces d'exception. Je vous rappelle qu'un bébé, de toute façon, par nature, c'est beau. Et il y a eu plein de bouquins qui ont été faits pour montrer que, au fond, tous les gens sont beaux et que notre corps, il exprime plutôt une histoire et que ben, tout comme une œuvre d'art, moi je sais pas si vous aimez Picasso ou pas, moi je préfère plutôt le style impressionniste, hein, mais il faut tout pour faire un monde. Et je finirai du coup par remercier ben, notamment Baptiste Beaulieu hein, qui a fait ce joli bouquin Les gens sont beaux. Et alors évidemment, vous pourriez me dire Angélique, ouais, mais c'est un piège, c'est une croyance. Ben, à la limite, celle-là, je pense qu'elle peut être très très génératrice et y compris pour pouvoir sortir des TCA. Voilà, j'essaie de revenir à vous. Depuis tout à l'heure, je me bats avec mon ordi. Arrêtez le partage. Ok. Alors, Cécile, tu es la première à qui je peux demander, voilà, comment ça fait écho avant que je coupe l'enregistrement, sachant que j'ai essayé de le prendre sur des biais un peu différents, parce que depuis le temps qu'on travaille sur le sujet, j'aime bien donner des orientations un petit peu différentes. Ben, merci pour cette présentation avec tout ce que tu ramènes à chaque fois de différent et de nouveau en fonction de tes apprentissages. Bah, ça fait vachement écho sur ces croyances qu'on entend beaucoup dans la tête, hein. On entend beaucoup dans plein de domaines différents des croyances et des pensées, ces cognitions, et le fait que ça part d'expérience. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment ça. Enfin, ce qui a vraiment changé ma pratique, c'est ça, c'est de se dire une croyance à la base, c'est des expériences que j'ai faites et sur lesquelles j'ai commencé à développer de la pensée dessus, à me dire des choses dessus, à entendre aussi, à comprendre ce que les choses me disaient sur ces expériences que je vivais. Et c'est comme ça que, à force de répétition, j'en ai fait des systèmes de croyances. Deux, qu'elles sont extrêmement importantes, ces croyances, parce qu'elles nous aident aussi à grandir.
à définir un peu, à rendre le monde un petit peu prédictif aussi. Donc elles sont importantes et à certains moments elles peuvent devenir effectivement limitantes. C'est à ce niveau-là qu'on a besoin de les faire évoluer. Euh, je crois que ce que je retiens vraiment de ta présentation, c'est de se dire qu'on a besoin de, tant qu'on est en insécurité, finalement, ces croyances, elles servent aussi à nous rassurer et elles vont être vachement rigidifiées. Donc, ça conforte aussi dans le sens de ce qu'on a déjà développé dans beaucoup de conférences en disant que si effectivement on arrive à être dans un système plus sécure, et notamment nous en cabinet quand on accompagne nos patients, si effectivement on est dans une ambiance sécure où la personne va se sentir en sécurité, en confiance dans ce qu'on va pas pouvoir dire, bah là effectivement on va pouvoir peut-être faire évoluer les croyances. Et pas en répétant, en attaquant de front les croyances, mais effectivement en invitant à faire des expériences. Déjà au cabinet, des fois, moi je pose la question, hein, tiens, et c'est comment finalement de dire ça ou de raconter ça ou de qu'est-ce qu'on en apprend, qu'est-ce qu'on apprend sur soi, qu'est-ce qu'on apprend sur les autres, qu'est-ce qu'on apprend sur son corps aussi. Euh, et c'est comme ça qu'on va pouvoir les faire avancer. Les croyances, c'est pas changer un système de pensée, c'est faire des nouvelles expériences sur lesquelles on va pouvoir penser. Et du coup, on va pouvoir faire évoluer nos pensées, nos ressentis par rapport à ces pensées-là aussi, je dirais, et donc le système de croyance. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, se rappeler, ainsi, il y a toute une pelote. Et avant de couper, c'est vrai que dans certaines approches, et c'est intéressant, hein, ils font des schémas circulaires pour montrer comment tout ça, ça s'organise. C'est sûr, mais attention, du coup, des fois c'est compliqué d'attraper tout ça ou de dire à la personne quand vous arrivez devant le frigo, alors là, il faut... Non, non, c'est vraiment, c'est plutôt de subtilement trouver toutes les petites expériences novatrices, parce que quand même un humain, un jour ou l'autre, ça fait des expériences nouvelles, et de se servir de celle-là pour montrer que pour une fois, eh ben, ça colle pas avec la croyance et du coup renforcer que on peut faire autrement et qu'en plus ça peut être vertueux. Donc c'est vrai que des fois on monte des matrices et on tente de faire changer les comportements. Plus habile encore, c'est de bien écouter ce que les gens vivent et chaque fois qu'ils ont réussi à transformer une expérience, qu'ils ont changé un peu une façon de travailler, de faire les choses eux-mêmes, de souligner ça et d'aller voir quelle nouvelle croyance génératrice ça emmène. Parce que l'avantage, c'est que le négatif emmène le négatif, si on le dit comme ça, le limitant, limitant, mais après le génératif, voilà, ça repart. Et je crois que c'est hyper important de rappeler à tout le monde, c'est ça va pas durer une éternité. Mais du coup, c'est souvent les premiers fils qui sont les moins faciles et après, le cerveau, il est trop content de trouver des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles, qui font du bien au corps. Donc, nous, on n'a pas tout à remanier. Alors, j'arrête l'enregistrement.